Alors, je vous propose à présent de vous présenter notre premier orateur de la soirée, monsieur le professeur Alain-Jacques Tornard, chargé de cours en histoire moderne à l'Université de Fribourg de 1998 à 2006. Il est également collaborateur scientifique auprès des archives de la ville de Fribourg, archiviste suisse du musée franco-suisse de Rueil-Malmaison, collaborateur indépendant du dictionnaire historique de la Suisse, Radio Suisse romande, de plusieurs journaux français et suisses. En 2003, il collabore au film d'Anne Cuneo, Napoléon et la Suisse, la médiation, naissance d'une nation, puis en 2014 au numéro consacré à Danton de l'émission Secret d'Histoire diffusée sur France 3. En 2021, il a participé au documentaire Le Café, Secret d'un nectar pour les chaînes de télévision Arte, ZDF et ORF. Le professeur Tornard a reçu également de nombreux titres, dont celui de Chevalier des Arts et des Lettres, médaille d'argent du rayonnement culturel de la Renaissance française, Chevalier des Palmes académiques, Chevalier de l'Ordre national du mérite et citoyen d'honneur de la ville de Rueil-Malmaison. Alors, depuis la fin du XVe siècle, près d'1 million de soldats helvétiques ont servi la France. Mais c'est au début du XVIIe siècle que Louis XIII mit sur pied un régiment permanent de gardes suisses. Souvent cité, mais bien mal connu, les gardes suisses étaient une véritable troupe d'élite de l'armée royale qui a servi les rois de France de 1616 jusqu'au 17 août 1792, date à laquelle des centaines de gardes suisses furent massacrés au palais des Tuileries. Alors, suite à la chute de Napoléon Ier, en 1815, il y a eu à nouveau 6 régiments suisses au service de France. Mais lorsque le palais des Tuileries est envahi à nouveau, lors des Trois Glorieuses, les régiments suisses, dans la crainte d'un autre massacre, ne sont pas utilisés. Leurs unités sont définitivement supprimées le 11 août 1830. Alors justement, pour aller plus loin et beaucoup plus en détail dans l'histoire des gardes suisses, j'ai le grand plaisir de laisser la parole à monsieur le professeur Alain-Jacques Tornard. Merci monsieur Gillot. Merci. Alors, la garde suisse, c'est quelque chose d'extraordinaire, cette garde suisse. L'autre jour, je ne sais pas si la plupart d'entre vous viennent de la région. Vous êtes peut-être comme moi un lecteur de Coopération. Et sur quoi je tombe dans le dernier numéro de Coopération? Sur un article sur les pommes de terre. Alors, la pomme de terre aurait été introduite en 1697 par un garde suisse, de retour dans ses foyers. Ça m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, ça serait amusant de commencer la conférence là-dessus. Parce que dans l'imaginaire collectif, la garde suisse représente quelque chose. D'ailleurs, encore maintenant, quand on parle de la garde suisse, bien sûr, on l'identifie avec la garde suisse pontificale, en se disant que la garde suisse, en fait, pontificale, est sans doute une héritière de la garde suisse du roi de France. C'est pas vrai. Elle est l'héritière des 100 Suisses du roi de France. Parce que le phénomène du service de France est quelque chose de très, très complexe et varié. Pour préparer cette conférence, je me suis dit, je vais aller voir un peu ce que disaient mes confrères. Alors, il y a le dictionnaire historique de la Suisse qui semble être une référence absolue. Vous savez, je sais plus combien il y a, 12, 13 volumes. Et puis, je regardais l'article sur les gardes suisses. Il commence par la Compagnie des 100 Suisses, créée en 1497. C'est-à-dire qu'on a amalgamé les deux, alors que c'est tout à fait différent. Ces différents phénomènes qui correspondent à des besoins successifs ou simultanés de la monarchie française. Alors, d'abord, je tiens à préciser une chose, que je partage d'ailleurs, une analyse avec mon ami le général Ganachia. Nous n'avons pas affaire seulement à ce qu'on appelle de vulgaires mercenaires. On n'est pas uniquement dans le mercenariat. C'est un phénomène beaucoup plus complexe. Alors, j'ai découvert un petit principe pour l'histoire suisse. C'est une formule que j'aime beaucoup, c'est occulter si possible, exagérer si nécessaire. Vous vous souvenez que j'utilise souvent cette formule-là. Elle est valable à peu près pour tout pour l'histoire suisse. On a voulu occulter tout ce qui nous dérangeait et on a voulu des fois mettre en évidence certains aspects négatifs. Et dans les relations, d'ailleurs, entre la France et la Suisse, on l'a fait vraiment systématiquement. On a, par exemple, pour la période napoléonienne, souvent, selon les partis, pas chez les Vaudois, justement, c'est un peu une exception, mais généralement, on a mis l'accent sur les aspects négatifs.
en oubliant les aspects positifs. Par exemple, c'est Napoléon Bonaparte qui recrée la Suisse en 1803. Ici même, nous avions fait une grande exposition rétrospective pour parler du service de France sous Napoléon. Alors, c'est valable pour le service de France plus que pour tout autre, occulté si possible, exagéré si nécessaire. Vous avez deux camps en présence, et moi qui avais fait mes études plutôt à la Sorbonne, je me suis retrouvé au beau milieu de ces deux camps, considérés par l'un et l'autre camp comme appartenant au camp adverse. Je m'explique. Vous avez d'un côté les turiféraires du service de France, vous savez, dans la lignée de Paul de Vallière, qui a écrit Honneur et fidélité, en parenthèse que je ne renie pas, c'est resté ma Bible pour le service de France. Quand je veux chercher tout à l'heure encore, je voulais chercher quelque chose sur la bataille de Dreux, donc je voulais juste évoquer quelques mots. Puis bien sûr, où je vais automatiquement chez Vallière. Donc il ne faut pas du tout rejeter Vallière, mais Vallière écrit soit juste avant la Première Guerre mondiale et sa deuxième édition juste avant la deuxième. C'est très connoté sur le plan politique, il faut faire très attention, c'est une histoire bataille, il n'y a pas forcément des analyses, mais c'est très intéressant, il vous apporte énormément. Puis de l'autre côté, vous avez ceux qui vous parlent alors justement du mercenariat. Pour eux, partir à l'étranger, ce sont des entreprises déjà presque capitalistes d'exploitation des hommes qui envoient des hommes pour les livrer en pâture, la chair à canon, comme on dit, des entreprises uniquement économiques, donc bien entendu des méchants exploiteurs qui envoient de pauvres soldats se faire tuer à l'étranger pour leur plus grand profit. C'est aussi en partie ça à certains moments de notre histoire, mais ça ne l'est pas pour les périodes les plus importantes à mon sens, c'est-à-dire le XVIIe et surtout le XVIIIe siècle. C'est pas du tout cela. Mais le fait est, c'est que, vous savez, on disait autrefois, choisis ton camp, camarade, et il faut appartenir à l'une ou l'autre historiographie. Comme j'appartiens ni à l'une ni à l'autre, je me suis retrouvé un peu ailleurs, et ça a toujours été un peu une grande solitude de parler du service de France. Ce service de France, dans la conférence, on parlait de 1616, parce que c'est le point de départ de la garde suisse officiellement, naturellement, mais en fait, ça date déjà de bien avant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des liens très forts qui vont unir la France à la Suisse. C'est pour ça que je vous dis que on est très loin d'un simple mercenariat. C'est vrai, le roi de France a besoin de soldats. C'est vrai qu'il a utilisé des soldats allemands, hongrois, polonais, un peu venant de partout. La cravate, ça vient du Royal Croate. C'était un régiment au service de France. Tout ça est exact. Mais il y a une autre dimension, une dimension géopolitique. La France a un ennemi qui est l'Empire autrichien, les Habsbourg. Les Suisses ont un ennemi qui se nomme les Habsbourg, dont le point d'origine d'ailleurs est en Suisse. Le château de Habsbourg, c'est dans l'actuel canton d'Argovie. Donc on a les mêmes ennemis. Donc on est très intéressé à ce que la France nous aide très tôt, parce que la France ne représente pas une menace. Non pas que les Français soient plus gentils que les Autrichiens, simplement que les Autrichiens ont des bonnes raisons de vouloir mettre la main sur la Suisse, parce que ce sont leurs lieux d'origine, parce que les Suisses ont toujours combattu les Autrichiens, parce que les Autrichiens n'ont jamais reconnu l'existence de la Suisse jusqu'au traité de Lunéville en 1801. Il ne faut pas l'oublier, il faut toujours avoir ça en tête. Tandis que les Français n'ont jamais eu intérêt à occuper la Suisse. Le seul moment de l'histoire où ils le font, c'est une grande bêtise en 1798, et ça va leur coûter très très cher. Ils ont failli perdre la bataille de Zurich et ils auraient été envahis à ce moment-là. La neutralisation de la Suisse est essentielle à la politique française de protection de la frontière entre Bâle et Genève. Et pour ce faire, il faut attacher la Suisse, les cantons suisses, à la France, coûte que coûte. Et c'est pour cela aussi que l'on va avoir des Suisses au service de France, pour s'assurer leur bonne grâce. En plus, ces Suisses ont une réputation militaire absolument extraordinaire. Machiavel disait qu'ils auraient pu dominer l'Europe. Le maréchal de Brantôme disait que les Suisses étaient à une armée ce que les os sont à un corps humain. Ils vont former l'infanterie française en 1480, au sortir de la guerre de 100 ans. Le roi Louis XI a tout de suite compris, après la bataille de Saint-Jacques-sur-la-Bise, donc on est en 1444, qu'il était très important d'avoir les Suisses avec la France. Et les Suisses, bien sûr, ne l'entendent pas forcément tout de suite de cette oreille. Alors très vite, on crée,
parce que ce sont les plus beaux soldats d'Europe, cette fameuse compagnie des 100 Suisses en 1497, que le pape Jules II s'empressera d'imiter en créant sa garde pontificale en 1506. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est une imitation des 100 Suisses et non de la garde suisse. Cette garde est là pour la garde, une garde d'apparat surtout, hein, avec les belles hallebardes. Je parle donc de la garde suisse, les 100 Suisses du roi de France. Et elle est là pour protéger les appartements du roi. Donc vous remarquerez, dès 1497, on est donc très tôt. Alors ensuite, les Suisses, quand même, qui ont les yeux plus gros que le ventre, rêvent d'Italie, de faire des conquêtes. Ils vont conquérir Milan. Vous vous rendez compte, la Suisse centrale, quelques dizaines de milliers d'habitants, font la conquête de Milan. Et ils se trouvent sur leur chemin quelqu'un qui veut aussi mettre la main sur l'Italie du Nord, c'est François Ier. Et François Ier va vaincre les Suisses, avec d'ailleurs l'aide des Vénitiens, à la fameuse bataille de Marignan en 1515. Et c'est le point de départ d'ailleurs de la splendeur de la monarchie française, parce qu'il pourra se vanter d'avoir vaincu ce que Jules César seul avait réussi à vaincre. Donc vous voyez, ça c'était important. Et déjà Louis XI avait été très intéressé parce que les Suisses, ayant vaincu Charles le Téméraire, ça lui avait ouvert les portes du Grand Est, ce qu'on appelle maintenant d'ailleurs la région du Grand Est. Donc vous voyez toujours cette progression, ces liens. En plus, les Suisses ont très peur, continuent donc parallèlement à avoir très peur de la Maison d'Autriche. Donc les Français, petit à petit, font tout pour émanciper, détacher les Suisses parallèlement de la pression autrichienne. Ça va culminer en 1648 sous le règne de Louis XIV avec les traités de Westphalie, où les Français vont imposer aux Autrichiens la reconnaissance quasi, j'ai bien dit quasi, de l'indépendance de la Suisse. Et la fin du Saint-Empire romain germanique sous Napoléon mettra fin définitivement à cette pression autrichienne sur la Suisse. Donc vous voyez, c'est des liens très très forts, c'est du gagnant-gagnant entre les Français et les Suisses. Et les Suisses vont jouer un rôle, les militaires suisses, très tôt, parce qu'on va renvoyer des bandes, comme on appelle des bandes. Alors là, pour le coup, on a affaire à réellement des mercenaires. C'est-à-dire les gens enlèvent des troupes, on les envoie en France. Quand on n'en a plus besoin, on les licencie, on les renvoie. Donc c'est une manière un peu désordonnée, au coup par coup, d'avoir des troupes pour la France. Mais petit à petit, on se rend compte que ça peut être quand même très utile. Et après Marignan, on a une occasion unique de faire une paix perpétuelle, une paix en or. Vous vous rendez compte, c'est une défaite pour les Suisses, mais on leur offre une paix qu'ils ne peuvent pas refuser, une protection éternelle, puisque la paix perpétuelle veut dire cela aussi, et les Suisses ne vont pas rater l'occasion, et en 1521, ils vont faire une alliance perpétuelle. C'est cette alliance, et non pas la paix perpétuelle, qui sera régulièrement renouvelée au fil des règnes, jusque la dernière, d'ailleurs, a été renouvelée sous Napoléon à Fribourg au mois de septembre 1803, et précédemment, elle avait été renouvelée sous Louis XVI en 1777. Et les Français prenaient vraiment soin à renouveler cette alliance régulièrement. Alors, au XVe siècle, au XVIe siècle plutôt, les Suisses vont jouer un rôle énorme. C'est par exemple lors des guerres de religion. Ils vont intervenir, faire même basculer quasiment l'histoire de France. Vous savez que normalement, on allait tout droit vers un État un peu mixte, comme en Allemagne, une partie protestante, une partie catholique. Mais les catholiques suisses vont intervenir massivement, avec à leur tête d'ailleurs un Louis Pfiffer, qu'on avait surnommé le roi des Suisses, lors de plusieurs batailles. La bataille de Dreux, le 19 décembre 1562, très bien décrite d'ailleurs justement par Vallière. Il y avait 6000 Suisses, ils auront quand même 300 tués, comme au 10 août d'ailleurs. Le roi Charles IX va exalter le rôle de ces Suisses qui l'ont une première fois sauvé, et on aura juste après un édit de tolérance. Mais surtout, c'est la bataille de Meaux en 1567. Et là, vous avez justement une représentation de cette bataille de Meaux. Le roi Charles IX a failli être emporté dans sa bonne ville de Paris par les protestants emmenés par Condé, par l'amiral de Coligny. Et normalement, il devait perdre la partie.
Mais les Suisses interviennent, et alors que le roi s'est réfugié à Meaux, donc on n'est pas très loin de Paris, hein, si vous voyez la carte, on est à l'est de Paris, eh bien, le roi parvient, accompagné de ces Suisses, de ces gardes suisses, parce qu'il a justement, pour la première fois, créé un authentique, réel régiment des gardes suisses à ce moment-là, et il les accompagne jusqu'à Paris, et on n'a pas pu, les protestants n'ont pas pu faire prisonnier le roi Charles IX à ce moment-là. C'est un point de bascule de l'histoire. Peu de temps après, vous avez le massacre de la Saint-Barthélemy, avec tout ce que vous imaginez, un point de non-retour entre protestants et catholiques, et vous savez ce qu'il en est après, ensuite, de la présence protestante qui va décliner en France, malgré l'édit de Nantes, durant toute la période du XVIIe siècle. Donc vous voyez, c'est assez étonnant le rôle qu'un simple régiment, comme le régiment des gardes suisses, a pu jouer à ce moment-là dans l'histoire de notre pays. La garde suisse a été créée donc en 1616, réellement, sous le règne du roi Louis XIII. Maintenant, on se dit que on ne peut pas se contenter de lever un régiment, de le licencier. Il faut un régiment de prestige pour la France, pour le roi de France, des gens sûrs. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir que le roi, quel qu'il soit, pouvait penser qu'il ne pouvait faire confiance qu'en ceux sur qui il ne régnait pas finalement, puisque c'était ces bons compères suisses, comme on les appelait. C'est assez étonnant de voir ça. Mais ça fonctionne, on crée ce régiment et il ne va pas du tout être changé. Alors le régiment des gardes suisses, c'est une particularité, c'est que on prend les plus beaux, les plus grands, les plus forts soldats qu'on peut trouver en Suisse, ou bien on écrème les autres régiments et on prend les plus beaux soldats, tout simplement, pour faire ce régiment des gardes suisses, qui va quand même, pendant des décennies, accompagner le roi dans énormément de batailles. C'est lui qui avait la charge de la protection des résidences extérieures du roi. C'est-à-dire quand il y aura le château, par exemple, de Versailles, c'est eux qui vont être chargés, avec la garde française, de la garde extérieure du palais. Mais quand le roi est en campagne, vous savez que la plupart des rois de France ont été des rois soldats, sauf, il n'y en a eu qu'un qui n'a pas été un roi soldat, malheureusement. Malheureusement, j'allais dire pour lui et puis pour la France, vous voyez à qui je fais allusion, c'est le roi Louis XVI. C'est malheureusement le problème qu'on a eu avec le roi Louis XVI, c'est que ce n'était pas du tout un roi soldat. C'était un roi chasseur, mais pas du tout un roi soldat. Mais alors, ils vont participer à toutes les campagnes. J'ai regardé justement les campagnes auxquelles ils ont participé. C'est les guerres, toutes les guerres de Louis XIV, la guerre de Hollande en 1672-1678, surtout une guerre qu'on ne cite jamais, parce que quand on parle du règne de Louis XIV, on parle toujours des grandes campagnes, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, la guerre de la succession d'Espagne. On peut suivre pas à pas, c'est quasiment un état permanent de guerre. Hein. Mais une des guerres qui est la plus importante, c'est une guerre civile à nouveau. C'est les guerres de la Fronde. Nous sommes en 1648-1652, et là aussi, il est tout jeune, le roi. Hein. Le roi Louis XIV, il est né en 1638. Donc, vous voyez, il a une douzaine d'années à ce moment-là. Donc, il n'a pas grand-chose à dire. Hein. C'est la reine-mère qui gouverne. Mais la Fronde, c'est la Fronde aussi des grands potentats de la noblesse française. C'est pour ça qu'après, il n'aura de cesse de la domestiquer en créant le château de Versailles. Ça l'a littéralement traumatisé, d'ailleurs, cette guerre de la Fronde. Et le fait est, c'est que la garde suisse va être toujours là pour le protéger. Et ça, il ne l'oubliera jamais. La garde suisse, elle est toujours là, elle n'a pas failli à ses devoirs. C'était une constante, alors que tout le monde trahissait à un moment donné. La garde suisse, elle était là, présente. Les Suisses ont participé à des terribles batailles, d'ailleurs des fois contre d'autres Suisses. La bataille de Malplaquet, par exemple, en 1709. À la fin du règne de Louis XIV, on se demande ce qu'il aurait fait sans les Suisses, parce que la bataille de Denain, par exemple, c'est à nouveau des Suisses qui lui sauvent la mise. Vous savez que la France était dans un état extrêmement lamentable. Il y a eu des crises alimentaires très, très graves. Il y avait d'ailleurs à l'époque déjà des soubresauts climatiques extrêmement désordonnés qui ont fait que la Seine avait complètement gelé. Donc on souffrait
Et la France avait été envahie. Vous voyez, Nain, c'est dans le nord de la France, hein, c'était en France, dans l'actuel département du Nord, d'ailleurs pas très loin de l'endroit où je suis né. Moi, je suis né à Douai, même en étant gruyérien, je suis né dans le nord de la France. Et et d'ailleurs, si vous allez à Malplaquet, il y a un petit musée qui rappelle la bataille de Malplaquet, qui a été une terrible bataille entre la France et les autres États coalisés contre la France à ce moment-là. Mais le roi Louis XIV sauve son trône malgré tout, et il va pouvoir mourir tranquille en 1715. Et là, il y a un événement qui se passe, c'est qu'il y a une guerre civile en Suisse. Vous savez qu'on a eu quand même de sacrées guerres civiles. On a eu les deux guerres de Wilmergen, dont celle qui venait de se dérouler en 1712. Là, vous voyez, le rôle des Français est toujours très intéressant de voir comment ça se passe dans les coulisses. Les Français voient que les protestants, quand les catholiques avaient gagné au siècle précédent, les Français avaient mis le holà pour pas que les protestants soient humiliés. Parce qu'on tenait beaucoup à l'alliance avec les Suisses. Donc il fallait maintenir l'équilibre entre les Suisses. Mais quand les protestants gagnent en 1712, un certain Davel qui participe à ces combats, hein, eh bien, cette fois, c'est les Français qui interviennent pour protéger les catholiques. Et il y a un traité, d'ailleurs un traité secret en 1715, entre les catholiques et le roi. C'est le dernier traité signé d'ailleurs par Louis XIV en tant que roi. Il va mourir quelques semaines plus tard. Donc vous voyez, il faut toujours avoir en tête qu'il y a une alliance et un service militaire. D'ailleurs, on disait le service national des Suisses en France, le service auxiliaire de France. Parce qu'il n'y a pas seulement une alliance, il y a aussi des capitulations militaires. C'est-à-dire que depuis 1671, ces régiments dont je vous parlais, parce que là je vous parle de la garde suisse, mais il y avait des régiments de ligne. Il y avait à un moment donné 50 000 hommes au service de Louis XIV, par exemple. Eh bien, là encore une fois, ça fait désordre. Vous voyez, quand ces soldats sont licenciés dès qu'on n'a plus besoin d'eux, quand ils reviennent au pays, ils disent pas du bien du service de France. Donc, on décide en 1671 de créer enfin des régiments permanents. Et d'ailleurs, le premier régiment permanent, c'est le régiment d'Erlach, c'est le régiment bernois. C'est étonnant d'ailleurs parce que Berne est le plus grand ennemi de la France. C'est des protestants, ils détestent les Français depuis qu'ils ont mis la main sur la Franche-Comté. Mais comme le Berne est le canton le plus important de Suisse à l'époque, je vous rappelle qu'ici nous étions dans le canton de Berne, que le port que vous avez juste à côté, très joli, qui est un port bernois, et que si vous étiez sur les bords du Rhin, près de Bâle, c'était l'actuel canton d'Argovie, c'était le canton de Berne, aussi un tiers du territoire suisse. Donc, même si les Français et les Bernois se détestaient, ils savaient qu'ils avaient besoin l'un de l'autre, les uns des autres. Et donc, on avait donné la primauté aux Bernois comme premier régiment permanent. C'est le fameux régiment d'Erlach. Je vais vous montrer d'ailleurs quelques images de ces régiments permanents. Là, vous avez justement l'image d'un garde suisse. Alors, je vous signale que ce fond, c'est les dessins des gravures de Hoffmann, et cela vient des collections justement de la Sabretache. La Sabretache, Général Ganacha, ça sera sans doute noté tout à l'heure, relevé tout à l'heure, est le président de la Sabretache, et donc ils ont des collections que vous pourrez d'ailleurs voir tout à l'heure ici. C'est vraiment fabuleux ce qu'ils ont. Ils ont la plus belle collection d'uniformes des gardes suisses. D'ailleurs là, ça rappelle un peu les sapeurs même de la Légion, quelque part, plus tard. Et voilà, vous avez là le tambour-major de la garde suisse, le tambour des régiments des gardes suisses, toujours, vous voyez, toujours. Là, c'est des uniformes du XVIIIe siècle. L'adjudant des gardes suisses en grand uniforme. Toujours, cet uniforme rouge est assez caractéristique des gardes suisses, mais pas du service, pas de l'armée française. C'est plutôt les Anglais qui avaient un uniforme rouge. Hein. Je pense que tu es d'accord avec moi. D'ailleurs, des fois, on les confondait. À la bataille de Rosbach, par exemple, le roi Frédéric II, on est en 1757, dira « Mais quel est ce mur de briques rouges que mes canons n'arrivent pas à entamer ?» Puis on lui avait dit « Mais ce sont les gardes suisses. » Et le régiment de Diesbach, d'ailleurs, aussi, qui était présent à ce moment-là. Là, vous avez un officier des grenadiers du régiment des gardes suisses. Là, nous sommes déjà à la fin du règne, déjà sous le règne de Louis XVI. Un caporal du régiment des gardes suisses,
en grand uniforme. Vous voyez toujours près des châteaux, parce que ils sont là. Voilà, le premier régiment suisse, Erlach. Alors là, ils écrivent avec un K, c'est avec un C. C'est Serlier, je ne sais pas si vous connaissez, c'est sur le lac de Bienne, c'est un très joli endroit, le régiment d'Erlach. Et puis là, les différents régiments. Sous l'Ancien Régime, il y avait 11 régiments suisses au service de France, plus le 12e, qui était le régiment des gardes suisses. Sous Louis XVI, il y avait 14 000 Suisses qui servaient en France. Aucun dans la cavalerie, tous dans l'infanterie. Sonnenberg. Alors, c'est assez étonnant parce que les régiments suisses en fait, reflètent l'État, les rapports de force en Suisse. C'est-à-dire, en clair, il y a un régiment pour Berne, parce que Berne, c'est le canton le plus important. Il y a un régiment pour le Valais, parce que le Valais, c'est les périphéries de la Suisse, et qu'il faut, du point de vue français, intégrer ces périphéries à la Suisse alors qu'ils n'appartiennent pas encore formellement à la Suisse. Si vous voulez, l'unité de la Suisse et des Suisses se fait en fait à travers le service militaire des Suisses en France. C'est là que les Suisses apprennent à se connaître, à s'apprécier, où les Suisses alémaniques se disent que finalement les Romans, qui sont les Welsh, les Suisses de seconde catégorie, maintenant peuvent être de brillants soldats. Ils apprennent à s'apprécier au service de France. C'est presque les Français qui les obligent à le faire. Et par exemple, le régiment de Sonnenberg, qui est commandé par un Lucernois, comme son nom l'indique, est en fait composé de compagnies venant de différents cantons, parce qu'on a pris soin pour certains régiments de faire une composition pour faire plaisir à tel canton, 2 compagnies pour Uri, 3 compagnies pour Appenzell, 4 compagnies pour les Fribourgeois, et ainsi de suite. C'est le cas justement pour le régiment de Sonnenberg, le régiment de Boca aussi, la même chose, qui est censé être fribourgeois, mais dont la plus grande partie vient de Suisse allemande. Le régiment de Castella, lui aussi, fribourgeois. Alors vous remarquerez qu'il y a beaucoup de fribourgeois, parce que le canton de Fribourg, qui est pourtant un petit canton de 70 000 habitants à l'époque, c'est le canton qui fait bascule en Suisse. C'est le canton qui ouvre les portes de Berne, qui a l'oreille de Berne, mais qui n'est pas bernois. Donc c'est un peu comme un cheval de Troie qu'on utilise. On utilise d'ailleurs en le manipulant avec aussi le sel, parce que j'ai oublié de dire aussi que c'est un système extraordinaire, le système qui lie les Suisses à la France. En clair, les Suisses reçoivent du sel quasiment gratuitement de la part de la France. Ce qui veut dire qu'il y aura même du trafic de sel franc-comtois, mais pas de Franche-Comté vers la Suisse, mais de Suisse vers la Franche-Comté, tellement on en avait qu'on ne savait pas qu'en faire. Tellement il y en avait. Et vous savez que le sel, c'était le moyen de conserver les aliments, c'était très important. Mais avec le sel aussi, on faisait les fromages. Et le fameux fromage de Gruyère, qui était le seul à traverser la ligne, c'est-à-dire l'équateur. Et ça, c'était hyper important de pouvoir traverser l'équateur. La marine française voulait absolument de ce fromage. Mais c'était de l'autre habileté, c'est que si vous encouragiez l'élevage, c'était d'autant d'hommes qui étaient enlevés en fait à l'agriculture, parce qu'on a besoin de moins de personnes pour l'élevage que pour l'agriculture traditionnelle. Donc plus de soldats à disposition. Et donc, en plus, les élites en Suisse, disposant de ce sel, ça leur donnait un pouvoir supplémentaire sur les personnes, d'où la naissance aussi du patriciat en Suisse. Donc, subtil ce système, c'était vraiment je te tiens, tu me tiens par la barbichette quelque part. Et c'était vraiment, ça fonctionnait admirablement bien. Donc là, j'étais dans le régiment de Castella. Voilà, le régiment d'Eptingen, lui, c'est le régiment du prince-évêque de Bâle. Là aussi, une périphérie de la Suisse. Cette principauté, qui est en fait l'actuel canton du Jura plus le Jura bernois, était à cheval, c'était un territoire d'empire, et donc c'était une manière pour les Français de le rattacher dans son intégralité virtuellement à la Suisse. Si vous voulez, la Suisse, j'ai oublié de préciser, elle est à l'époque faite de bric et de broc. Il n'y a pas d'unité en Suisse, il n'y a pas de gouvernement central. Il y a des cantons, il y a une diète qui se réunit une fois par an, une pour les catholiques, une pour les protestants. Tout ce petit monde se déteste, ça tient par l'habitude. Il n'y a pas d'unité de la Suisse. Et d'ailleurs, le professeur Aubert de Neuchâtel disait que la Suisse, à l'époque, jusqu'en 1798, n'était pas un État de droit. Et c'est les Français qui parlent de ceux de la nation. Et quand on disait la nation en France, ça voulait dire les Suisses.
Et quand on disait le roi, sans précision, en Suisse, ça voulait dire le roi de France. Vous voyez le lien étroit, étrange entre les deux pays. Pays qui, comme je vous dis, s'appelait le corps helvétique, les ligues des Hautes-Allemagne. C'est les Français qui, sur les cartes, écrivaient les Suisses. D'ailleurs, comme s'il y en avait plusieurs. Hein. C'est les Suisses ou les différentes Suisses. C'est intéressant que l'unité, comme je l'ai dit, l'unité de la Suisse se fait déjà à travers le service militaire des Suisses en France. Le régiment de Courten, c'est le Valais, encore une fois, une périphérie. Vous voyez, les périphéries qui, normalement, je dis périphérie parce que ce ne sont pas des cantons. Vous savez qu'il y a 13 cantons et il y a des territoires alliés. C'est en l'occurrence le Valais, la principauté justement du prince-évêque de Bâle, ça va être, vous allez voir, les Grisons, et toutes ces périphéries sont surreprésentées parce qu'on veut les intégrer virtuellement à la Suisse, alors que les Suisses eux-mêmes ne veulent pas forcément les intégrer. Les Suisses allemands ne veulent pas plus de Suisses romans, les protestants ne veulent pas plus de catholiques, et réciproquement. Le régiment de Salis, Grison, voilà, le régiment de Salis. 2 régiments Grisons, rien que pour les Grisons, qui n'est qu'un territoire allié des Suisses. Aubonne, voilà, encore un régiment très composite. Le régiment de... Ah, ça c'est bien sûr mon préféré parce qu'il est fribourgeois. Et je crois qu'il y a même des descendants parmi nous de la famille de Diesbach. Le régiment de Diesbach, qui a fait souche d'ailleurs en Artois, enfin la famille de Diesbach, c'est un régiment fribourgeois, mais lui aussi avec des différentes composantes. Et dit-on d'ailleurs, c'est sa devise honneur et fidélité, mais tout à l'heure, le général Ganachia nous dira que c'est peut-être pas tout à fait la réalité, parce que dans la tradition familiale, il est dit que la devise de la Légion étrangère, c'est honneur et fidélité, parce que ça viendrait du régiment de Diesbach. Et vous verrez que le général Ganachia a voilà, je ne vais pas dévoiler, je ne vais pas spoiler, comme on dit dans les séries, divulgacher la suite. Voilà. Alors, vous voyez, tous ces régiments-là, ça fonctionne bien. Il y a même un régiment qui a qui a un statut particulier, c'est le régiment de Salis-Marschlins, autre régiment Grison. Je ne voulais pas tous vous les montrer. Mais ils servent tous quand même avec ce qu'on appelle une capitulation militaire. C'est pour cela que je me dis quand il y a une capitulation militaire signée par un autre État, qui donc prête des troupes à la France moyennant des conditions particulières. Vous allez voir d'ailleurs, ces conditions sont très importantes quand viendra le temps de la Révolution. C'est-à-dire, en clair, ils ont droit à l'exemption de l'impôt, à leur propre justice, qui est fondée sur la Caroline. Ils ont droit à libre exercice de la religion. C'est très important quand on est protestant. D'ailleurs, on va créer même pour eux l'ordre du mérite, sous Louis XV, parce que les protestants ne pouvaient pas avoir la croix de Saint-Louis, puisqu'il fallait aller à l'église. Et donc, vous voyez l'importance que ça a. Et certains Français, réfugiés ensuite, vont revenir en France avec l'uniforme des Suisses en tant que protestants, parce que quand vous étiez Suisse protestant, vous pouviez exercer librement votre religion en France. Au temps de la révocation de l'édit de Nantes, tandis que les Français eux-mêmes étaient poursuivis. Enfin, vous connaissez l'histoire. Alors nous arrivons tout petit à petit à une période où tout va basculer. C'est le moment de la Révolution française. Alors ça bascule déjà un petit peu avant, parce que il y a eu les réformes de Choiseul en 1763. On se demande ce qu'on va faire de ces régiments suisses. Parce que cette fameuse capitulation, cette alliance entre la France et la Suisse, stipule qu'on ne peut pas utiliser n'importe comment les Suisses. Je vous dis, ce ne sont pas des mercenaires. Les mercenaires, vous en faites ce que vous voulez. Ils sont corvéables à merci. Mais les Suisses, vous ne pouvez pas les engager dans une guerre offensive contre l'Autriche. Ils sont prudents, les Suisses. Ils ne veulent pas se mettre à dos, comme aujourd'hui d'ailleurs, des puissances potentiellement ennemies. Donc on dit non, on veut bien défendre le territoire français, mais pas participer à des entreprises. Les Suisses sont censés, sauf peut-être ceux qui ont un port comme ici à Morges, ne pas avoir le pied marin. Donc ils refusent catégoriquement partir outre-mer. Alors on a dû leur faire comprendre que la Corse, ça faisait quand même partie de la France, et puis donc c'était pas outre-mer. Mais bon, on peut pas partir outre-mer avec des régiments suisses.
Ça pose un petit peu de problème. On l'a vu au moment de la guerre de 7 ans, ils ont participé à de belles batailles, hein, on les voit à Fontenoy, on les voit à plein de grandes batailles. Ils sont vraiment battus de manière avec des milliers de morts, hein, faut pas l'oublier, mais quand même leur utilisation, il coûte cher et on ne sait pas toujours comment on peut les rentabiliser. Et en même temps, ça a des fois un peu dégénéré à la longue, parce que c'est en effet, il y a des conseils d'administration qui dirigent ces entreprises, parce que c'est aussi en effet des entreprises, et des fois, le sens de la rentabilité supplante l'idée de service. Et donc, les Choiseul décident de réformer l'armée française, qui a quand même subi quelques avanies après la guerre de 7 ans. Ils ont perdu quand même le Canada, et on se dit qu'il faut faire des réformes avec des réformes en utilisant une armée qui sera maintenant éduquée à la prussienne. Donc avec la Schlag, vous voyez, c'est quelque chose assez rude, ce qui n'avait pas du tout eu l'habitude. Donc il va y avoir quelques problèmes en interne dans ces régiments-là qui vont peu apprécier les réformes de Choiseul. Et d'ailleurs, à la veille de la Révolution, on se demandait si on n'allait pas réformer de fond en comble les régiments suisses, parce qu'on a un mal fou à renouveler les capitulations. Parce que ces Suisses que l'on présente d'ordinaire un peu comme inféodés à la France, en fait, ils sont malins. Ils font monter les enchères au fur et à mesure que le régime en France perd de la consistance. Ils se disent, ça c'est le moment de demander à toujours un petit peu plus, ce qui fait qu'on n'arrivera jamais au moment de la Révolution, alors que la plupart des capitulations arrivent à leur terme, à renouveler les capitulations, ni même à renouveler l'alliance. Elle restera comme ça un peu en retrait. Et malgré tous les efforts du gouvernement et de l'ambassade du roi, je vous rappelle quand même qu'il n'y avait qu'une seule, il y avait 11 ambassades de France à l'étranger, dont une pour la Suisse, plus les résidents à Coire et à Genève, pour vous dire l'importance que les Français accordaient à ça. Et ils accordaient une énorme importance au renouvellement de cette alliance. Et elle ne va pas pouvoir se faire, justement, parce qu'à cause de la Révolution. Mais au moment de la Révolution, les Suisses sont bien présents sur le territoire français. 11 régiments suisses, le pilier de la monarchie. Et là, ça va être un moment extraordinaire pour les Suisses, dans le positif et dans le négatif, parce que ils vont être au cœur des événements. Au cœur des événements. Et là, vous avez un personnage qui les synthétise tous, c'est Besenval. Besenval, c'est un Soleroy qui est lieutenant-colonel de la garde suisse, très proche de Marie-Antoinette. Il joue beaucoup, il badine un peu. Enfin, vous connaissez un peu le style de Versailles et de Trianon à l'époque. D'ailleurs, on le détestait, Besenval, parce qu'on le trouvait vraiment, il était au chevet de la reine quand elle était malade. On a beaucoup jasé, comme on dit à l'époque, sur ces relations qu'elle a pu avoir avec tel ou tel. Et donc, ça a contribué d'ailleurs au discrédit de la monarchie. Il était très riche. Il avait ce fameux hôtel de Besenval qui, depuis 1937, est devenu la résidence de l'ambassade de Suisse à Paris, rue de Grenelle, pas très loin des Invalides. Et Besenval est le lieutenant-colonel des gardes suisses, mais il ne se contente pas de cela, il est aussi le commandant de la région militaire de Paris. Et c'est lui qui a en charge le maintien de l'ordre. Parce que finalement, les Suisses, on a découvert qu'ils étaient très utiles pour le maintien de l'ordre. Ils n'ont pas trop d'étapes d'âme, c'est un peu comme des CRS de l'époque, en clair, et ils sont très, très obéissants. Donc, tandis que les Français donnent de plus en plus de signes de lassitude, le régiment des gardes françaises, dont je vous parlais tout à l'heure, dès le mois de juin 89, il n'est plus là. Hein. Il s'est totalement écroulé, évacué, évaporé dans la nature. Il donnera d'ailleurs quelques beaux généraux par la suite, mais il n'est plus là pour protéger le roi. Seul reste la garde suisse. Et la garde suisse a du mal à savoir ce qu'elle doit faire, parce que tant que le roi incarne le pouvoir absolu, il n'y a pas à désigner un autre gouverneur. C'est lui qui gouverne. Mais du moment où la France change de nature, où le roi devient le roi des Français, c'est plus du tout la même chose. Et vous allez voir que ça va tout changer, ça change totalement la donne. Alors, au moment où se déclenche le processus révolutionnaire, vous savez que les Suisses sont vraiment très bien présents. Hein. Le Premier ministre est suisse, hein. C'est Necker, tout simplement. Vous avez des gens comme Marat, qui est neuchâtelois, Clavière, qui est genevois, il va créer les assignats. Donc tous ces gens-là sont bien présents. Les banquiers suisses, les fameux banquiers suisses, Oettinger, etc., sont pour la Révolution.
Pourquoi? Parce que c'est l'Ancien Régime, le roi et la cour qui représentent le désordre. Parce que la bourgeoisie veut accéder au pouvoir, donc tant que voilà, c'est pas possible, la corde se tend, elle va craquer. Et les Suisses vont se retrouver au beau milieu. Dans une première affaire, qui est l'affaire Réveillon, où Besenval engage la garde suisse dans les rues de Paris. Mais dans l'esprit des royalistes les plus avancés, la cour, l'idée c'était d'empêcher, en créant un désordre, d'empêcher la réunion des États généraux. Mais pas de chance, Besenval, qui a reçu effectivement l'ordre de réduire la sédition, eh bien, il n'a pas d'état d'âme, il tire tout ce qui bouge. D'ailleurs, on ne pardonnera jamais aux gardes suisses. Dans les rues de Paris, dans le quartier Saint-Antoine, il y a des témoignages de Fonjala, des gardes suisses montrant des coups de fusil dans les fenêtres avec des têtes qui tombent. Enfin, vraiment, ça a été quelque chose d'assez rude de l'affaire Réveillon. On est au mois d'avril. Mais le problème, c'est que comme il a réussi à réduire très rapidement dans l'œuf la sédition, ça ne s'est pas développé suffisamment pour qu'on puisse empêcher les États généraux. Donc, on va beaucoup reprocher à Besenval qu'il avait fait un peu trop de zèle. Ce qui fait qu'après, il décidera de rester en retrait et d'attendre les ordres qui ne viendront jamais. Parce que beaucoup de Français pensent qu'ils ont affaire aussi à des mercenaires à qui on peut dire allez-y, parce qu'ils ne veulent pas se compromettre. Ils veulent dire si ça tourne mal, voilà, on ne va pas aller plus loin. Mais ça ne se passe pas du tout comme ça. Besenval dit dorénavant, je n'obéirai que si j'ai reçu un ordre écrit du roi ou de ses ministres. Et comme ils ont très peur de laisser une trace, ça ne viendra jamais, cet ordre. C'est pour ça qu'on reprochera à Besenval, qui a rassemblé des régiments suisses, 4 régiments suisses de ligne, dans Paris, sur le Champ de Mars, mais ils les sont pris dans Paris comme dans une nasse, complètement encerclés par les révolutionnaires français. On a mis d'autres troupes autour de Paris, d'autres régiments. Les 11 régiments sont sollicités partout en France pour maintenir l'ordre et aussi réduire la révolution naissante. Donc on encercle littéralement Paris. Mais au lieu d'impressionner les gens, vous savez, il y a une dynamique révolutionnaire. Et quand cette dynamique est lancée, eh bien, la présence des Suisses devient totalement contre-productive. Et au lieu d'effrayer les gens, les galvanise. Et c'est comme ça que ça se passe, la révolution. Vous avez le 14 juillet. Le 14 juillet, les Français ne fêtent pas la prise des Invalides. Les Invalides sont tombés le petit matin du 14 juillet, mais ça ne fait pas une révolution. Quand on prend pacifiquement un bâtiment comme les Invalides, on a trouvé les fusils, mais on va se rendre où? À la Bastille. Et la Bastille est défendue par 32 soldats du régiment de Salis-Samade, commandé par un descendant de Nicolas de Flux, Louis de Flux. Et ces 32 soldats de Salis-Samade, donc régiment de ligne, vont faire basculer l'histoire de France à ce moment-là. Pourquoi? Parce que eux vont tirer sur les révolutionnaires qui arrivent, entraînés d'ailleurs par d'anciennes gardes françaises. Ils arrivent devant ils pensent que la Bastille va se rendre comme les Invalides se sont rendus, et non. Ils tirent, il y a un combat, et ça va apporter sur un plateau cette journée qui s'appelle le 14 juillet 1789, à cause de 32 soldats du régiment suisse de Salis-Samade. Pendant ce temps, les gardes suisses sont toujours à Versailles pour protéger le roi et empêcher les révolutionnaires d'arriver sur Versailles. C'est pour ça que pendant des mois, personne n'osera s'en prendre à Versailles. D'ailleurs, le régiment des gardes suisses, à ce moment-là, subit quelques invanies. Il va être un peu bousculé par des séditions, des révoltes militaires, parce qu'il n'a pas échappé à l'esprit du temps. Ils vivent dans des casernes, à Courbevoie, à Rueil, justement, actuellement Rueil-Malmaison, mais ils ont quand même des contacts avec la population, donc ils en ont pris aussi parfois les idées. Et donc la révolution poursuit son cours, et en 1791, on peut dire que les Suisses maintiennent l'état de droit partout en France avant que se crée la garde nationale. On prend des détachements de soldats suisses partout. Si vous êtes du côté de Lyon, il y a Sonnenberg. Il y a au moins 20 détachements à Saint-Étienne, un peu partout. À Marseille, la même chose. Alors les Marseillais, justement, ils sont très dans le sang vif, ils veulent en découdre avec les Suisses. Et au début de 1792, en
1792, ils vont désarmer le régiment, le fameux premier régiment suisse, le fameux régiment d'Erlach, c'est le plus prestigieux de tous les régiments suisses. Ils vont le désarmer à Aix-en-Provence du 26 au 27 février. Et qu'est-ce qu'ils pensent faire en faisant ça? C'est de prendre le pouvoir en Provence. Et d'ailleurs, ils vont après monter à Paris en chantant la Marseillaise, justement, la fameuse Marseillaise. Et ils vont penser qu'ils vont pouvoir faire la même chose avec les gardes suisses. Mais ça ne va pas du tout se passer de la même manière. Parce que les gardes suisses, ils ne sont plus que quelques 1200. On a laissé partir tous ceux qui étaient plutôt favorables à la Révolution française, et donc on les laisse de côté. Du côté français, du côté révolutionnaire français, on veut en finir une bonne fois pour toutes avec le roi. Alors là, vous avez Louis-Auguste Daffry, c'est le colonel des gardes suisses. C'est un fribourgeois. Là, vous l'avez âgé, il porte un magnifique costume. C'est l'administrateur des troupes suisses et il fonctionne comme colonel général des Suisses, donc, et ambassadeur des Suisses en France. Là, j'aime beaucoup cette image parce qu'il montre très bien l'état dans lequel se trouve la monarchie. Regardez le personnage principal, c'est le garde suisse. Qui voyez-vous derrière? Louis XVI. On a inversé les rôles. Le plus puissant des deux n'est pas celui qu'on croit. C'est pour moi cette image, je l'ai mise dans ma thèse d'ailleurs, comme sur la couverture, parce que je trouvais qu'elle était pathétique. Cette image où on voit le roi faible, le roi Louis XVI, et finalement il n'a plus que le garde suisse pour le protéger. Les Suisses, en plus, ont été mis en scène. Il y a eu une révolte du régiment de Châteauvieux à Nancy en 1790. Les soldats qui ont été faits prisonniers à Nancy, on va les envoyer au bagne de Brest. Et c'est eux qui, une fois libérés, vont ramener le symbole de la Révolution, qui est tout simplement le bonnet phrygien. On va les mettre en scène. On va leur faire une grande fête sur une scénographie du peintre David, le 15 avril 1792. Donc les Suisses, vous voyez, sont utilisés par tous les camps en présence, sont instrumentalisés par tous les camps en présence. Et là, comme je vous ai dit, on veut en finir une bonne fois pour toutes avec le roi. On envahit le château des Tuileries, ce fameux château qui est indéfendable, parce que c'est pas maintenant il n'existe plus le château des Tuileries, mais vous voyez, il y avait plein de petites rues. Il y avait la rue Saint-Nicaise où Napoléon Bonaparte a failli être assassiné. C'est pas défendable si on tient pas les ponts. Et on tient pas les ponts. Et avec la garde suisse pour protéger le roi, 300 gardes suisses en temps ordinaire. Il reste l'arme au pied, comme le 6 octobre 89. Vous savez, quand les gens ont été chercher le roi à Versailles, les Suisses n'ont pas reçu d'ordre. Et tant qu'ils ne reçoivent pas d'ordre, ils ne bougent pas. Et alors, ils n'ont pas bougé le 6 octobre 1789, ils ne bougent pas le 20 juin 1792 parce qu'ils n'ont pas reçu d'ordre de bouger. Donc on envahit le château, le pauvre roi est obligé de boire à la santé du peuple, d'arborer le bonnet phrygien. Ça se passe, voilà. Mais ça ne fait pas une journée révolutionnaire. Pour qu'il y ait une journée révolutionnaire, il faut que ça saigne. Et comme le 14 juillet, on se souvient du 14 juillet. Et on décide d'en finir une bonne fois pour toutes, et tous les camps présents sont d'accord. Du côté royaliste, on pense que Dieu ne peut pas abandonner le roi de France. Du côté des révolutionnaires, on se dit qu'il va y avoir un sursaut du peuple et le peuple va envahir le palais des Tuileries. Et c'est exactement ce qui va se passer le 10 août 1792. On a fait venir à Paris l'intégralité du régiment des gardes suisses, c'est-à-dire 900 hommes. Tout ce qu'on pouvait trouver, on a tout ratissé. On n'en a trouvé que 900 à mettre, avec seulement 4 capitaines pour les commander. Et ça donne un événement, voilà, la prise des Tuileries, parce que les Suisses, cette fois, ont reçu l'ordre de repousser la force par la force. Les deux camps en présence veulent en finir et donc vont utiliser le régiment des gardes suisses. Les révolutionnaires qui tiennent la mairie de Paris auraient pu refuser l'entrée de Paris aux gardes suisses. Ils ne le font pas parce que pour qu'il y ait une impression de deuxième révolution française, il faut qu'il y ait une résistance. Une résistance, un peu d'ailleurs comme la prise du palais d'hiver, vous savez, à Saint-Pétersbourg en 1917, c'était un petit peu instrumentalisé de la même manière. Et bien là, c'est tout à fait la même chose. Voilà, il y a eu une énorme iconographie liée au 10 août. Ne me demandez pas qui a tiré en premier, ça n'a aucune importance. Dans les deux camps, on voulait en finir, comme je vous l'ai dit. Là, c'est le panorama qui se trouve à Lucerne.
Il y a un panorama à Lucerne, comme on en faisait à la fin du 19e siècle. Très beau panorama qu'on avait exposé. Là, c'est un autre dessin. Nous sommes sur le grand escalier, d'ailleurs défendu par un Diesbach. Voilà, le fameux tableau de Berthaud, le garde suisse qui se fait massacrer, parce que Louis XVI commet là une erreur dramatique. Il a quitté les Tuileries au petit matin, en laissant les gardes suisses comme ça, sans leur dire de se retirer, il reste là, et il se retire à l'Assemblée nationale avec une petite arrière-pensée. Quand le combat va se déclencher, il n'est pas présent, donc il n'est pas responsable. Si les gardes suisses gagnent, il peut reprendre la main puisqu'il est au cœur du pouvoir. C'est un petit peu ça le calcul, un peu simpliste, le calcul de Louis XVI. Vous voyez, là on voit bien la scène comme ça peut se passer, là, le gros plan à nouveau sur le garde suisse. Le dernier ordre que le roi va donner, en tant que roi, c'est pour ses Suisses. Il ordonne aux Suisses de se retirer dans leur caserne. Vous vous rendez compte, en plein milieu d'un combat, demander de rendre les armes, de se retirer, et les envoyer au massacre, assurément. Il y aura 300 gardes suisses tués le 10 août, et ensuite aussi lors des massacres de septembre, il y en aura aussi les officiers qui avaient été faits prisonniers, on en laissera filer quelques-uns au nom de la préservation de l'Alliance, dont le colonel général des Suisses dont je vous ai parlé, D'Affry, qu'on portera même en triomphe à la veille des massacres de septembre pour le sauver. Parce qu'il fallait sauver le soldat d'Affry pour sauver à tout prix l'Alliance. Je vous ai dit, il y a un aspect géopolitique. Il n'y a pas qu'un aspect militaire. Les Français veulent sauver à tout prix l'alliance avec la Suisse parce qu'il ne faut pas que la Suisse entre en guerre contre la France. Donc on va sauver le maximum de soldats, on va les enfermer au Palais Bourbon, l'actuelle Assemblée nationale, et la quasi-totalité vont être sauvés, sauf ceux qui ont été faits prisonniers en étant en congé dans la ville de Paris et qui seront massacrés à l'abbaye. C'est pathétique parce que c'est ceux qui n'ont pas combattu qui seront massacrés. Et quelqu'un a participé. Non pas en tant qu'acteur, mais comme témoin, c'est Napoléon Bonaparte. Il dira que jamais, dans aucun de ses combats, il n'a vu une telle tragédie que ce à quoi il a pu assister, ce à quoi on s'est livré sur les cadavres des soldats. C'était assez terrifiant. En parenthèse, on s'est drôlement trompé. Là, à nouveau, j'avais été à une exposition à Arras. On avait confondu à nouveau les sangs suisses et les gardes suisses. Les sangs suisses avaient été licenciés dès le mois de mars 1792 parce qu'on ne pouvait plus compter sur eux. Ils étaient tous passés du côté révolutionnaire. Dans un film, Un peuple et son roi, on voit les drapeaux qui ont été pris aux gardes suisses. Vous voyez, ça, c'est des scènes tirées ça, c'est la plaque commémorative du 10 août qui se trouve aux Invalides. Ça, c'est l'uniforme que tu connais. Il vient d'où, celui-là? Voilà, c'est juste à côté. Vous pourrez le voir tout à l'heure. Oui, le seul connu. Ça, c'est le monument suisse aux catacombes. Après, vous avez les Suisses à la chapelle expiatoire. Voilà. Ça, c'est la chapelle expiatoire à Paris. La médaille, parce qu'il y a on n'a donné que 2 médailles en Suisse. Vous savez qu'on n'est pas très médaille. Une pour ceux qui avaient refusé de rester au service de Napoléon en 1815 et pour les rescapés du 10 août. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a pu calculer le nombre de tués réels, parce que le chiffre qui est avancé des fois dans les livres, dans Vallière par exemple, de 800 tués n'est pas possible. 900 gardes suisses étaient présents et près de 400 ont reçu la médaille du 10 août 25 ans plus tard. Donc je vous laisse faire le calcul, il ne pouvait pas y avoir 800 tués, tout simplement. Alors, le lion de Lucerne, bien sûr, le grand monument de la contre-révolution, avec un message subliminal, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est Thorvaldsen qui l'avait fait le modèle, mais Lucas Horn, qui l'a sculpté, avait été très mal payé pour le faire, et il s'est vengé. Vous voyez comment il a inventé le message subliminal. Quelqu'un le voit, le message subliminal? Ça, c'est... Non, alors là, vous avez raison, parce qu'on le voit mourant. Pour un monument qui est de la contre-révolution triomphante, c'est une erreur. Mais c'est simplement qu'il a dessiné un sanglier derrière. Le creux, vous voyez, c'est un sanglier. Il a voulu se moquer, c'est un message subliminal. Personne ne le voit jamais, mais vous voyez maintenant, vous voyez la forme.
sanglier. Alors bien sûr, après, on a utilisé dans la mythologie plein les timbres. Il y avait les gardes suisses qui étaient dessinés. Alors, je passe la période impériale parce que c'est pas le sujet. Il n'y a pas de garde suisse sous l'Empire. Alors, il y a des grandes batailles, la Bérésina, bien entendu, même Trafalgar, où il y a des Suisses. Mais il n'y a pas de garde suisse. Pour la Restauration, on rétablit sous une autre forme les 100 Suisses avec un autre nom. Et on rétablit aussi 2 régiments de la garde royale. On n'ose pas appeler ça garde suisse, mais c'est 2 régiments qui font en fait office de garde suisse. À nouveau, ce sont des dessins empruntés à la collection de la Sabretache. Vous voyez, l'uniforme a changé, mais c'est toujours rouge. C'est très très beaux uniformes. Et on arrive au remake du 10 août, c'est les 3 Glorieuses de 1830, où à nouveau les Suisses, le roi Charles X, c'était le frère de Louis XVI. C'était lui qui était colonel en titre des Suisses. Et il commet la même erreur que son frère. Il pense qu'avec les gardes suisses, il va pouvoir rétablir l'ancien régime, le pouvoir absolu. Mais il n'a que 2 régiments suisses, un qui n'est même pas présent, qui est à Orléans à ce moment-là. Et vous savez qu'il fait ces fameuses ordonnances. Et c'est une véritable catastrophe parce que ça va lui coûter son trône. Et pendant 3 jours, si ça s'appelle les 3 Glorieuses, c'est parce que c'est les Suisses qui, une nouvelle fois, vont assurer l'animation. Et à nouveau, il y aura plusieurs centaines de gardes suisses. Moi, j'appelle ça encore des gardes suisses, mais c'est les soldats de la garde royale qui vont être massacrés à la caserne de Babylone, normalement. Là, il y a plusieurs tableaux qui le représentent, dont un très célèbre. Ce tableau, alors je dois beaucoup à mon ami le général Ganachia. Vous connaissez tous, hein, c'est la liberté guidant le peuple. Eh bien, il y a un personnage qui m'avait, moi, totalement échappé. C'est ce personnage, soldat en bas à droite. Eh bien, c'est un garde suisse qui est mort. Et ça, personne ne l'avait jamais vu avant le général Ganachia. Comme quoi, souvent, il faut un regard neuf pour découvrir des choses. Donc, quand vous verrez la liberté guidant le peuple au Louvre, voilà, j'ai fait un gros plan. C'est du 7e. Voilà, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Voilà, on a fait dans les années 1830, on avait fait un patchwork avec les anciens. Alors on disait que c'était les lambeaux des gardes suisses, parce que tellement on avait l'idée des anciens gardes suisses. En fait, c'était un costumier qui s'appelait Muller, qui était à la garde royale et qui s'était amusé à faire ce patchwork avec les restes des uniformes. L'image suivante. Alors ça, je suis amusé parce que, mais je crois qu'elle n'est pas là. Philippine de Gréa a écrit ah si, tu es là, Philippine. Voilà. Alors Philippine de Gréa, qui est ici présente, a écrit toute une série de romans pour les enfants. Et ça se passe pendant la Révolution autour de l'univers de Necker. Et dans son dernier opus, que j'ai pris là d'ailleurs, elle a pris soin c'est Marguerite de Madame de Staël, elle a pris soin de mettre en scène des gardes suisses, parce que ça raconte l'histoire du club helvétique de Paris, les révolutionnaires, tout ça. Et donc, vous voyez, ça, ce sont les gardes suisses vus à travers un personnage, un auteur contemporain. Je crois que les dernières images, ça, c'est Samuel Hambleton. En avant-première, je vous montre, Samuel Hambleton a une exposition ici même. Et on va publier dans les jours qui viennent l'histoire de la famille Rochat, une famille vaudoise, prestigieuse famille vaudoise, qui a eu pas mal d'hommes au service de France. Et pour illustrer d'ailleurs, notre texte, eh bien, il a fait ce dessin, ce magnifique dessin d'un garde suisse de l'époque révolutionnaire. Je crois que c'était la dernière image. Voilà, je crois que j'ai même dépassé un peu mon temps. Alors, si jamais, voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, tout s'achève bien sûr en 1830, mais ça va reprendre sous une autre forme en 1831.